Je devais peut-être avoir 16 ans, 17 ans, qu'on s'entraînait juste après l'équipe nationale féminine. Puis j'étais sur le bord de la bande, je m'en souviens comme c'était hier, puis je regardais cet entraînement-là. Puis je te jure que dans ma tête, je me suis dit, un jour, ça va être moi. Puis c'est vraiment là que ça l'a switché. Excellence is about spin, and excellence is a requirement for your dream to come true. Sur des patins, en fait, j'ai commencé à patiner vers 7 ans. Mon grand frère faisait déjà du patin, donc mes parents m'ont comme un peu forcé à moi aussi aller dans ce sport-là. Puis je faisais de la gymnastique avant, puis j'avais décidé que je voulais pas faire de compétition. Donc vraiment... En général? En général, D'accord. ce qui est drôle que maintenant, ça soit ma job de faire des compétitions. Donc à 7 ans, on m'a obligée à aller vers le patin avec mon frère. Puis j'ai pas de souvenir précis, mais j'ai un souvenir de quand est-ce que j'ai commencé à être vraiment compétitive. Je me souviens, ça faisait peut-être 6 mois que j'avais commencé à faire du patin. Puis là, il y avait un nouveau petit garçon qui était arrivé au club. J'étais au club de la salle. Puis j'étais en pleurs parce qu'il me battait. Puis ça faisait comme 1 mois de moins qu'il était sur la glace que moi. Puis déjà, à 7 ans, j'étais tellement compétitive que c'est ça, j'étais en pleurs. Puis j'étais comme, c'est pas normal qu'il soit meilleur que moi. J'ai commencé avant lui. Donc, c'est là que ma carrière de compétitrice a commencé. Est-ce que tu penses que c'est la compétition que t'as fait aimer le sport à la fin? Ou c'est parce que t'as aimé le sport que t'es devenue compétitive? Je sais pas, parce que c'est quand même drôle que justement j'avais arrêté la gymnastique parce que j'avais peur de faire des compétitions. Puis après ça, j'étais hyper compétitrice. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait énormément s'entraîner. Donc je pense que Aussi, ouais, ça a dû changer. c'est aussi drôle ça commence à changer maintenant. Je commence à apprendre à aimer souffrir à tous les jours. Mais c'est vraiment, oui, je pense que c'est les compétitions que j'aimais. Ça me stressait, mais c'est ça qui me challengeait. Puis j'étais plus une performeuse qu'une athlète. Ouais. Donc j'aimais bien. Et est-ce qu'avoir ton frère, tu disais, dans le sport, est-ce que ça aussi, ça t'a plutôt aidé à vouloir être plus compétitive, compétitrice Ouais. et à continuer à avancer? Ou au contraire, c'était peut-être un step back parce qu'il était peut-être plus âgé, fait que donc plus avancé aussi? Ouais. Non, je pense que ça a toujours été un impact positif sur moi d'avoir mon frère. Quand j'étais jeune, c'est sûr que oui, ça m'a aussi challengée un peu parce que justement, il était plus vieux, il avait aussi beaucoup de succès en patin, mon frère. Donc, des fois, on faisait souvent les mêmes compétitions. Puis là, des fois, lui allait avoir des performances incroyables, moi un peu moins. Donc là, j'étais déçue. Puis c'était pas de la compétition malsaine, mais de le voir lui performer. Puis moi, non, ça me donnait envie de faire mieux puis de performer mieux dans les autres compétitions. Puis plus tard, on a commencé à faire les Coupes du monde ensemble. Donc mes premières Coupes du monde, j'étais avec mon frère. Puis il a comme joué un peu le rôle de mentor. Donc c'était un peu comme mon coach personnel. Il faisait ses courses, il était focus sur ses courses, mais il allait toujours être sur le bord de la glace avec moi puis me coacher un petit peu, m'encourager, me donner des points techniques. Donc ça a été vraiment positif de l'avoir avec moi. C'est quoi votre différence d'âge? 3 ans. 3 ans, ok. Donc Il est plus âgé, oui. Ouais, donc assez jeune, ça doit être une grosse différence. Peut-être en vieillissant, tu te rapprochais peut-être un peu plus. Est-ce que ta famille, parents, oncles, tantes, etc., sont aussi sport de haut niveau? Vous étiez vraiment les deux premiers de la famille? Ouais, c'est drôle parce que non, mes parents, pas du tout. Mon père est comme plus créatif, artiste, puis ma mère, elle faisait un petit peu de sport amateur, mais zéro dans le sport de haut niveau. Puis ça a donné que les 3 enfants, parce que j'ai une sœur aussi plus vieille, on a été dans le sport de haut niveau. Ma sœur était en gymnastique, puis après, elle a switché pour le cirque. Puis moi puis mon frère, les Coupes du monde en patin. Donc, je sais pas si ça l'a sorti d'où, de cette passion-là de mes parents pour le sport de haut niveau, mais c'était pas eux qui étaient athlètes. Okay. Est-ce que eux, n'ayant pas été athlètes, avaient un peu de mal? C'est souvent, on entend des parents ou des athlètes qui disent que leurs parents avaient un peu de mal à suivre, à comprendre, puis à voir qu'ils avaient forcément un niveau pour en faire leur métier. Puis vous, c'était 2, voire même 3 en parallèle. Ouais. Ils ont été comment ils ont adapté peut-être leur éducation, puis t'éduques pas, j'imagine, un enfant qui va juste à l'école, qui s'amuse 2 fois dans la semaine à faire du sport versus quelqu'un qui va à l'école et qui, probablement, il va 7 ou 8 fois à la patinoire par semaine. Je pense qu'ils ont un peu appris eux aussi pendant que ça se passait parce que justement, ils ont pas eux-mêmes été athlètes, on n'avait pas de cousins et cousines qui étaient athlètes, donc ils ont appris vraiment avec nous c'était quoi être parent d'un athlète. Puis je pense que, je sais pas parce que je suis pas parent, mais ça doit être difficile quand t'as des jeunes enfants puis qui commencent à performer tôt, de comme pas tomber dans cette game-là, de toujours pousser ton enfant plus loin parce que
En discutant avec mes parents maintenant plus vieilles, je pense que c'est ce qui est arrivé, c'est que moi puis mon frère puis ma sœur, on était quand même performants assez jeunes. Puis même s'ils voulaient pas être ce genre de parents-là, ils se sont un peu fait emporter dans la game. Puis là, ils nous ont poussés vraiment fort, peut-être pas toujours des bonnes façons, ce qui fait qu'on est arrivés plus âgés, puis on était hyper compétitifs. Puis je pense longtemps dans ma vie de jeune adulte, je pensais que pour être aimée, il fallait performer. Parce que depuis que je suis tout petite, depuis que j'ai 7 ans, je performe. Puis c'était là que, dans le fond, mes parents allaient me donner de l'attention inconsciemment. Donc, ça a été quand même dur pour nous, pour eux. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de guide du parent d'athlète parfait. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est ceux qui découvrent. Ouais. Mais ouais, ça a été quand même difficile, là, très exigeant, très axé sur la performance. Pas d'une façon malsaine, mais un peu dans l'intensité. Est-ce que tu as parfois perdu la passion pour le sport? Ou est-ce que tu sentais que finalement tu le faisais parce que tu devais, entre guillemets, le faire et pas juste parce que tu avais envie de le faire? Non, ça, par contre, je suis quand même contente. J'ai toujours gardé la passion. C'est sûr qu'il y a eu des moments dans ma carrière que c'était un petit peu plus difficile, qu'on se questionne à pourquoi on fait ça, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, mais la passion est jamais partie. Non. Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui, encore plus que jamais même. Ouais. À quel moment, encore dans ta jeunesse, tu t'es rendu compte que tu disais, tu avais du fun, on te poussait évidemment parce qu'on voyait que tu avais du potentiel, tu étais compétitive. À quel moment tu t'es dit, ça va être ma job et à un moment, il faut focuser pas mal toute mon énergie absolument? Ça, par contre, j'ai un souvenir extrêmement précis. Je ferai du montage pour que ça commence comme ça, genre, tu sais exactement. Oui, ce souvenir-là, je devais peut-être avoir 16 ans, 17 ans, puis je venais d'être invitée au Centre régional d'entraînement canadien. Donc, dans le fond, ça, c'est un centre que tous les meilleurs jeunes athlètes, je pense, du pays ou comme de la moitié du pays, sont invités là. Puis tu t'entraînes à l'aréna Maurice Richard, donc la même aréna que l'équipe nationale. Donc, la même aréna que je m'entraîne en ce moment. Puis, à cette époque-là, on s'entraînait le soir, puis l'équipe nationale, c'était l'après-midi, ou c'était comme vers midi, donc je les voyais jamais. Sauf quand on partait en compétition, là, on s'entraînait à une heure différente, puis je me souviens qu'on s'entraînait juste après l'équipe nationale féminine. Puis j'étais sur le bord de la bande, je m'en souviens comme c'était hier, puis je regardais cet entraînement-là, puis je te jure que dans ma tête, je me suis dit, un jour, ça va être moi. Puis c'est vraiment là que ça l'a switché, puis que j'étais comme, OK, c'est ça mon but dans la vie, c'est d'aller sur l'équipe nationale puis être comme elle. Ça a pris combien de temps entre ce souvenir-là puis le moment où tu es Vraiment pas longtemps parce que je pense que je devais avoir 16-17 ans à l'époque. Puis à 17 ans, 18 ans, j'ai fait mes premiers championnats du monde junior. Puis c'est là que vraiment j'ai été sur l'équipe nationale puis que ça a été mon travail. Nice. Et tu dis 16-17 ans, ce qui est aussi un moment assez clé dans la partie de notre éducation. Tu as souvent des examens puis tu choisis aussi ta voie. Comment tu l'as approché, ça? Est-ce que tu as continué à étudier? Est-ce que tu as ralenti tes études pour les finir plus tard? Tu as fait comment? C'est vrai que ça coïncidait pas mal avec... En fait, l'année que j'ai été invitée sur l'équipe nationale, c'était mon année, ma dernière année de secondaire. Donc là, c'était certain que j'allais pas aller m'entraîner à temps plein avec l'équipe nationale. Donc, j'ai terminé mon secondaire. La première été, j'ai été m'entraîner avec l'équipe nationale. Puis là, je rentrais au cégep. Puis, c'est sûr que je l'ai fait en beaucoup d'années. Je pense que c'est 3 ans habituellement, mais là, ouais, je demande ça à un Français, je sais pas. Je pense que c'est 3 ans habituellement, mais là, je l'ai fait en comme 6-7 ans. Donc, j'ai vraiment allégé le rythme. Mais ça a toujours quand même été vraiment important pour moi de poursuivre mes études. Puis même aujourd'hui, là, je suis à ma 3e année au baccalauréat en psychologie. Puis... c'est quand même difficile, jumeler les deux, d'aller à l'université, faire des cours, puis après ça, aller faire tes 4 entraînements dans ta journée. Mais plus les voyages, probablement. Plus les voyages, oui, qu'on doit tout reprendre la matière toute seule. Mais ça a toujours pour moi été vraiment important. Donc, je continue, même si c'est difficile. Est-ce que tu as une date théorique de quand tu peux ou tu veux finir? Ouf. Je sais pas si tu disais si tu as passé un 3 ans en 6 ans, peut-être que ton bac qui est peut-être 4 ans. Ben là, je sais qu'il me reste 3 ans au bac,
Mais après ça, c'est le doctorat qui est une autre histoire. Là. Ça va peut-être prendre 10 ans, je sais pas. Ouais. Mais c'est pas grave parce que je me dis que en ce moment, je vis très bien de ma passion. Donc, je vais en profiter pendant que ça dure parce que c'est pas à 40 ans que tu dis « Ah non, j'aurais dû être plus concentrée sur ma carrière sportive parce que le corps a quand même sa date limite pour être athlète. » Et justement, en patinage, c'est quoi le pic en général? Évidemment, tout le monde est différent. Et puis, tu es encore jeune. Mais est-ce que ton pic, tu penses qu'il sera à 27 en ce moment ou à 32? Je pense en général, en patin vitesse, tu sais, début trentaine, c'est tu commences à penser à prendre ta retraite. Okay. Là, j'ai 25, puis j'ai jamais été autant forte. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait comme une progression quand même lente. Je dis ça, mais en même temps, j'ai performé beaucoup quand j'étais... Oui, ça n'avait aucun sens ce que je dis. Mais j'ai performé très tôt, mais dans ma progression physique, par exemple, ma force, ma puissance, ça, je suis comme un petit peu en retard. Donc, dans le gym, j'avais toujours été la moins forte de l'équipe. Puis là, je commence à comme être dans la moyenne. Donc, j'ai l'impression que mon pic va peut-être être dans 1, 2, 3 ans. Ce qui serait parfait pour les Jeux, 2000 ans. T'as déjà fait, donc t'es jeune, t'as déjà fait des Coupes du Monde, t'as déjà fait les Jeux Olympiques. Tu veux évidemment refaire un paquet de ça et probablement plusieurs fois. Même si ta carrière est encore récente, tu dirais que c'est quoi le point le plus haut, sportivement parlant, et le point le plus bas que tu as atteint? Le point le plus haut, c'est intéressant parce que souvent dans les news et tout, on lit des trucs genre record, médaille, choses bidules. Moi, ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est le point le plus bas, puis c'est comment tu as fait pour arriver là, puis comment surtout t'en es sorti. En termes de performance ou en termes... Ouvert à toi. Ça peut Question ouverte. C'est ça, Parfait. parce qu'à l'arrivée, tu peux terminer dernier, pour toi, c'est une super performance, versus terminer deuxième, puis c'est le pire moment de ta vie parce que t'as raté la première place. Question. Moment le plus haut, ça n'a pas été les Jeux Olympiques parce que les Jeux, c'était pas vraiment prévu dans ma trajectoire. Ça a été plus une surprise, puis j'ai pas super bien performé. Donc, ce serait pas les Jeux. Ça serait vraiment l'année passée. Ça faisait quand même quelques années que j'étais proche du podium en Coupe du Monde, puis que je me battais dans ces positions-là, mais c'était jamais arrivé. Puis là, l'année passée, c'était vraiment mon objectif d'avoir des médailles individuelles en Coupe du Monde. Puis nous, on a 6 Coupes du Monde par année. Puis ça a tombé que les 2 premières étaient à Montréal. Donc, c'est incroyable. T'étais là? Incroyable. Donc, t'as peut-être vu mon meilleur moment. Ma famille était toute là aussi. Puis, donc, on avait les 2 Coupes du Monde back-à-back, ce qui est quand même rare d'avoir dans le même pays. Première fin de semaine, ça a été moyen. J'étais encore proche du podium, mais ça le faisait pas. C'était pas assez. Puis je commençais à être quand même vraiment fatiguée physiquement, mentalement. Donc, je pensais pas que ça allait arriver la fin de semaine d'après. Mais la fin de semaine d'après, je faisais le 1500 mètres puis le 1000 mètres. Donc, j'avais 2 courses individuelles dans ma fin de semaine. Puis les 2 courses, j'ai réussi à monter sur le podium. Donc, première journée, 1500 mètres, j'étais arrivée 3e. Puis la deuxième journée, au 1000 mètres, j'étais arrivée 2e. Donc, ça a été mes premières médailles individuelles, puis c'était vraiment incroyable. Est-ce que ça a l'air sur le moment genre, t'as atteint absolument ce que tu voulais? Ou c'était comme, t'étais sur le podium, t'étais comme, non, je veux comme plus, puis encore plus? Ouais. Non, c'est ça. J'étais arrivée la première journée, ma première médaille, ça a été... j'étais arrivée, j'ai passé la ligne 4e, puis il y a eu une disqualification. Donc là, j'étais allée sur le podium, mais à cause d'une disqualification. Donc, c'est sûr que j'étais extrêmement contente, mais en même temps... Et t'as pas eu le thrill de passer? Oui, en même temps, je savais que, OK, j'ai été un petit peu chanceuse pour celle-là. Puis la deuxième journée, c'était drôle parce que ça a été clairement une de mes meilleures courses à vie. Je pense qu'il restait 2 tours. J'ai même essayé de faire un dépassement pour arriver première. Puis parce que dans ma tête, j'avais l'impression que c'était vraiment proche pour l'or. Puis au lieu d'être extrêmement contente puis de célébrer, j'étais comme déçue parce que j'avais pas réussi mon dépassement. Donc c'est comme le meilleur résultat de ma vie, mais j'étais comme pas satisfaite encore. Mais ça, c'est souvent les premières minutes après d'avoir franchi la ligne. Puis là, tu réalises, OK, non, je suis quand même sur le podium, c'est incroyable, t'as la foule qui crie. Donc c'était vraiment un beau moment. Puis là, on arrive au moins bon. C'est moins fun, mais c'est moins le plus, fun, ouais. Ça serait quoi mon moins bon?
je pense que c'est l'année d'avant, qui est quand même cool parce que, ben, je t'expliquais pourquoi. Après, c'est cool. Mais l'année d'avant, c'était l'année juste après les Jeux. Puis ça a été vraiment difficile mentalement. Les Jeux, ça a quand même été exigeant. C'était beaucoup de pression. C'était incroyable. J'aime dire que c'était l'expérience la plus incroyable de ma vie, mais en même temps un peu la plus traumatisante. J'en ris maintenant, mais... Donc, on dirait que toute la pression a comme relâché, mais décalée. Donc, ça a comme tombé dans ma saison de compétition, que j'ai fait comme un genre de petit burn-out, mais je l'ai poussé parce que j'avais envie de faire les Coupes du monde, puis je voulais performer. Puis physiquement, ça allait tellement bien. Je commençais à vraiment bien performer, mais dans ma tête, ça allait pas du tout. Donc ça, c'était quand même difficile. Puis là, j'ai fait toute ma saison de Coupe du monde. J'ai eu mes meilleures performances à vie. Puis là, c'était pour me classer pour les championnats du monde. Donc, nous, les championnats du monde, c'est plus difficile que les Coupes du monde. Donc, il y a juste 5 personnes. Puis en Coupe du monde, c'est 6. Puis je savais que ça allait pas être moi parce que ça avait tellement été dur l'année mentalement. Puis j'étais comme vraiment fatiguée. Puis même si j'avais bien performé, j'avais comme ce sentiment-là que ça allait pas être moi. Mais il me restait... La sélection, elle est faite sur des résultats ou par un coach? Ouais, sur des résultats. Puis si t'as pas réussi à te classer par les résultats puis qu'il reste des positions, c'est un choix du coach. Donc moi, je savais que il me restait une course à la dernière Coupe du monde. Puis je savais que si je voulais aller au championnat du monde, il fallait absolument que je gagne une médaille, ce qui n'était jamais arrivé encore. C'était un an avant mon meilleur moment. Puis là, c'était aux 1000 mètres aux Pays-Bas. Puis ça va super bien. Je performe, je m'en vais en quart de finale, je m'en vais en demi-finale, je me classe pour la finale A. C'était ma première finale A à vie aux 1000 mètres. Puis là, dans la course, je sais, il faut absolument que j'ai une médaille, sinon c'est terminé. Puis ça va tellement bien, la course. Puis je pense qu'il y a un moment que j'ai fait une erreur, puis je retombe 4e. Puis je pense que j'ai terminé 4e à cette course-là. Puis ça a été horrible. Ma réaction, j'étais tellement fatiguée mentalement. J'étais tellement triste parce que je savais que c'était ma dernière chance que, au lieu d'être contente d'arriver 4e, qui était un de mes meilleurs résultats à vie à ce moment-là, j'étais en pleurs incontrôlables pendant, je pense, 30 minutes. Mais vraiment, là, malheureuse. Là. C'était horrible à ce moment-là. Là. C'est sûr que les événements amplifiaient tout. Donc, finalement, j'ai pas été à ces championnats-là du monde. Puis c'était aussi horrible parce que si tu fais pas les championnats du monde, tu dois faire une compétition nationale qui est 1000 fois plus exigeante physiquement. Puis c'était... C'est comme... nos sélections nationales sont comme l'effort que tu dois faire physique. C'est comme 27 courses, en tout cas, je sais plus combien, mais c'est énormément de courses. Tu fais chaque distance 2 fois. Donc, j'avais tellement pas envie d'aller là-bas. Ouais. C'était à Québec. Donc, tout ça ensemble, c'était horrible. C'était à Québec. Tu voyages le monde pour patiner, mais c'est comme à Québec. Puis aussi, les championnats du monde étaient en Corée, puis c'était mon rêve d'aller en Corée parce que j'adore ces pays-là. Donc, tout ça ensemble, ça a été horrible. Mais finalement, je dis que c'était cool parce que ça m'a tellement motivée après ça. Dès que je me suis comme reposée un peu, ça m'a tellement motivée à m'entraîner plus fort. J'étais comme, plus jamais je vais être dans cette situation-là que j'arrive à la dernière Coupe du monde, puis je suis pas certaine d'avoir ma place. Donc, je me suis entraînée comme une folle pendant l'été, puis là, ça a été la saison passée qui a été incroyable, donc ça a quand même porté fruit. Ouais. Comment tu dis que c'est le pire moment ou un des moments les plus bas dont tu te souviennes? Comment tu remontes, tu utilises j'ai retrouvé la motivation, puis je me suis rentraîné comme une folle, mais c'était sûrement pas overnight. Ouais. L'aspect mental de tout ça, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es entraîné ou c'est juste tu l'as en toi, puis t'attends une semaine, puis ça passe, puis tu reviens sur la glace? Non, c'est pas naturel chez moi, mais je l'ai travaillé vraiment beaucoup. On a des préparateurs mentaux. On avait des préparateurs mentaux, maintenant on est avec un psychologue sportif. Okay. C'est vraiment quelque chose que je voulais travailler avec eux, de justement pas me laisser trop affecter par les mauvaises courses, les mauvaises compétitions, puis de builder un peu ma confiance en tant qu'athlète. Mais ça doit faire déjà un bon 5-6 ans que je travaille fort là-dessus. Puis ça n'a pas été overnight. Non, par contre, c'était quand même cool. Ça aussi, parce que ça m'a pris, je pense,
2 jours que j'étais vraiment fâchée, j'étais vraiment triste, j'étais déçue. Mais vraiment dans l'extrême, là, à ce moment-là, c'était comme je prends mes choses puis je m'en vais, je change de pays. J'étais prête à tout laisser tomber. Si c'est que 48 heures, c'est Ouais, c'est mais pas mal, pendant quand même. 48 heures, ça a été dans l'extrême, là. Ok. Vraiment, j'étais fâchée. J'étais comme, j'ai eu ma meilleure saison à vie, puis on me choisit pas. Je trouvais ça injuste, je comprenais pas parce qu'on m'avait pas expliqué. En fait, mon coach m'avait comme dit le strict minimum, donc je comprenais pas. C'est que j'étais en grosse révolte pendant 2 jours à planifier mon départ pour finalement être comme, bon, je vais être mature, je vais aller demander des explications. C'est que je me suis assise avec mon coach, puis pendant 1 heure, on a comme parlé pour la première fois en toute transparence. Il m'a tout expliqué. Puis ça a tellement changé ma vision de la situation que ça m'a juste donné la motivation de continuer. Puis Et quand tu recommences donc à patiner puis que tu retrouves cette motivation, tu te mets un autre objectif. J'imagine le prochain, c'était d'aller au championnat du monde l'année suivante. Ouais. Ça, c'est un objectif annuel. Ouais. Mais je suis très intense, même ici pour le travail, enfin, surtout ici pour le travail. Je suis intense, c'est un fait, mais je suis intense sur la partie de setter des objectifs. Des fois, ça peut être très orienté vers les chiffres, là, d'atteindre des chiffres de quoi que ce soit, ou des fois, c'est un peu plus intangible. Je veux juste finir la journée en étant content, des affaires comme ça. Puis tu peux les setter à la journée, à la semaine, au mois, etc. Tu fonctionnes comment? Toi, puis j'imagine que tu le fais, c'est pas juste je me lève chaque matin en disant je me lève ce matin parce que je veux être au championnat du monde l'année prochaine. non, c'est je me lève ce matin parce que à la fin de la journée, je vais avoir atteint quelque chose. Oui. Comment tu approches cette... c'est sûr que j'ai un objectif, comme un énorme objectif derrière que j'aime appeler mon rêve. Donc là, mon grand rêve avant, c'était d'aller au jeu. Là, on l'a fait. Puis là, mon deuxième grand rêve, c'est d'aller une deuxième fois au jeu, puis d'y aller, puis d'être performante. Mes premiers jeux, c'était y aller, puis comme vivre l'expérience. Donc, j'ai ce gros objectif-là qui est toujours derrière ma tête. Ensuite, j'ai des objectifs plus à moyen terme. Donc, maintenant que je suis allée sur le podium une première fois, une deuxième fois, maintenant, j'aimerais ça y aller plus régulièrement. De quoi? À chaque fois. À chaque fois. Non, je suis pas encore rendue à chaque fois, mais d'être un peu plus constante. Puis j'aimerais ça y aller pour chaque distance. Parce qu'on a 3 distances. Là, j'en ai fait 2, donc là, j'aimerais ça faire les 3. J'ai des objectifs un petit peu plus comme ça par saison. Puis, on a aussi des objectifs à tous les jours. Donc, justement, avec le psychologue sportif, on a un genre de petit tableau blanc que chaque matin, on écrit nos objectifs. Ça ressemble à quoi, les objectifs? Je pense que ça peut être du temps, genre de faire tel temps, telle chose, ou temps de rep, ou c'est juste... ça va vraiment dépendre de la journée, de l'entraînement. Ça peut soit être un objectif de performance, si je me sens imbattable, puis que vraiment c'est une bonne journée mentalement, ça se peut que ça soit de la performance. Par contre, c'est pas ça tous les jours. Des fois, on arrive puis on est épuisé, donc ça peut être un point technique, un point tactique, donc des choses qui vont vraiment m'aider en Coupe du Monde, dans mes courses, à mieux performer plus tard. Puis des fois, ça va tellement pas bien que ça peut être un objectif social, d'être comme... Je t'écris vraiment sur ton tableau. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de comme sourire, pas pleurer. C'est une blague, là, c'est jamais ça, mais tu sais, de passer un bon moment avec tes amis. Donc, on ajuste vraiment à chaque jour pour pas que ça soit trop de pression, pas que tu arrives une journée que tu es épuisé puis que comme, non, l'objectif, c'est de faire 100 reps. Ben non, regarde, aujourd'hui, c'est pas réaliste, puis on est épuisé, donc on va comme ajuster. Okay. Qu'est-ce qui te reste, selon toi? Il t'en reste peut-être plus qu'une, mais physiquement et mentalement, une chose de chaque que tu penses pouvoir améliorer, pouvoir être la meilleure version de toi-même? C'est sûr qu'en ce moment, la grosse chose que je dois améliorer, c'est mon physique en général. D'accord, on jette tout. Tout. Overall. Oui, justement, c'est ça, je te disais, je suis comme un petit peu en retard physiquement. Il me manque de la force, de la puissance, il manque un peu de tout. Puis je pense que je suis une athlète qui patine vraiment bien techniquement. Ça a toujours été assez naturel pour moi de l'instinct de course, tout ça, la lecture de course. Donc, vraiment, mon physique en général... c'est juste ça qu'on fait en ce moment, d'être dans le gym, on prend la créatine, on fait des reps, on fait des 100 reps, vraiment apprendre à comme pousser dans la douleur. C'est beaucoup ce que je travaille en ce moment aussi, qui est aussi un peu mental.
Donc, qui relie un peu les deux parce que je dois apprendre à, comme, même quand je suis à 10 sur 10 de douleur, de pousser plus fort. Puis ça va m'aider, je pense, à builder mon physique puis mentalement à être un peu plus une fighter parce que je suis un peu, tu sais, j'ai une personnalité un peu calme, posée, donc je suis pas naturellement genre, ah, let's go, on se bat. Donc on essaie de développer ça un petit peu aussi mentalement. Là. On me fait crier dans mes squats. C'est vraiment pas naturel pour moi. Donc si on fait un épisode dans 2 ans, je serai plus au niveau 99 du input. Oui, c'est ça, je vais crier dans le 80, micro. quelque chose. Non, c'est ça. Mais ouais, donc un petit peu plus être fighter, agressive. Voilà. Est-ce que tu es on track? Est-ce que tu On penses track? on track sur devenir plus agressif, plus... Ça peut être ta pure nature. Ouais, clairement. ça va bien, ça va bien. On fait des gros vélos en ce moment, puis lundi, j'ai crié, là, vraiment. J'ai hurlé sur mon vélo. Donc, ça sent bien, tranquillement. Est-ce que tu as des coéquipiers ou des gens de l'équipe nationale avec qui tu t'entraînes, j'imagine, à Montréal, qui ont justement ces traits de personnalité que tu essaies de prendre de eux et inversement, peut-être que tu leur inculques certains de tes traits de personnalité? Est-ce que c'est un sport individuel et collectif à la fois? Pardon, ce que tu fais. Mais je pense, est-ce que vous vous aidez entre vous pour prendre le meilleur de l'autre puis essayer de faire ses forces les vôtres? Oui, totalement. Non, c'est ça, c'est un sport avec une drôle de dynamique, justement, parce qu'on est coéquipières, adversaires, amis. On a comme ces 3 rôles-là qui jouent ensemble. Puis oui, je pense qu'on est quand même vraiment bonne de s'entraider, faire un peu les mini-coachs les unes avec les autres. Donc oui, puis j'ai mes 2 meilleures amies qui sont aussi sur l'équipe nationale, puis qu'on se pousse vraiment à devenir meilleure. Donc ouais, donc quand je criais sur mon vélo, il y avait ma meilleure amie qui criait encore plus fort à côté. Donc ouais, on s'amène vraiment par le haut, c'est le fun. Si tu peux gagner une médaille aux Jeux Olympiques, une médaille d'or, une seule, en individuel ou en équipe, tu choisis quoi? Non, mais justement, c'est un drôle de sport parce qu'on est adversaires, collègues, puis on est aussi ça dans justement le fait qu'on ait 3 distances individuelles, que tu peux te retrouver avec des gens du même pays. Donc là, t'es adversaire. Jamais on va faire des courses pour... Ben, on va pas se nuire, mais on va rarement s'entraider. Puis après ça, t'as comme 30 minutes après ta dernière course, puis tu dois switcher de mentalité parce que c'est l'épreuve d'équipe, le relais. C'est que c'est vraiment spécial, mais j'adore les épreuves d'équipe, j'adore les épreuves individuelles, mais je pense que j'irais pour la médaille d'or individuelle parce que c'est plus difficile. Je pense que c'est un plus gros accomplissement. Par contre, pour le feeling, gagner en équipe, c'est incroyable. C'est tellement un beau feeling d'être avec tes amis, d'être soutenu. Tu as un peu moins de pression, différent. C'est que je pense, pour la médaille d'or olympique individuelle, mais il n'y a rien qui bat cette sensation-là de gagner en équipe. C'est beau. OK. Bon, on t'en souhaite 2 au moins, comme ça tu peux partager. Tu parlais un peu plus tôt aussi de tes études, de tout ce que tu voulais faire plus tard. Tu as dit aussi que ta carrière n'est pas illimitée, de manière générale dans le sport, c'est pas illimité. Ouais. Puis tu as l'air d'avoir des plans. Ça sera quoi une fois que tu auras atteint ton pic, puis que tu seras redescendu, puis que tu dis c'est trop, c'est suffisant? C'est quoi que tu penses faire et où est-ce que ça... c'est sûr que là, je suis en psychologie, puis honnêtement, ça me passionne vraiment beaucoup. Presque autant que le patin. C'est bon. C'est juste que là, je le fais pas à 100% justement parce que c'est pas possible en ce moment. Donc, je pense que la transition va être quand même smooth. Le jour que je vais prendre ma retraite, je vais juste aller à temps plein à l'université. Puis, j'aimerais ça aller au doctorat en psychologie là, c'est là que je suis encore dans l'hésitation, soit psychologie sportive ou pédopsychologie. Puis, peut-être mixer les deux d'une façon. Je sais pas encore. Ça, c'est encore... flou. À explorer, mais c'est certain en psychologie. Est-ce que ce que tu as appris jusque-là, ça t'aide aussi dans ton quotidien déjà? Oui, vraiment. Il y a un de mes professeurs un jour qui a dit qu'en fait, tous les étudiants en psychologie, on était plus là pour essayer de nous aider nous-mêmes puis de nous comprendre nous-mêmes. Puis j'ai jamais autant été d'accord avec ce qu'un professeur a dit. Oui, je pense que ça me passionne autant parce que je suis quelqu'un qui adore explorer... qui je suis, qui aime ça, essayer de me développer personnellement. Puis honnêtement, mes cours, ça m'aide vraiment beaucoup dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est une des grandes raisons pourquoi j'adore la psychologie.
Si tu te rencontrais, toi, quand tu avais ton premier souvenir, 7 ans, je pense, tu m'as dit, Ouais. que tu devenais compétitive et que tu pouvais te donner un conseil, ce serait quoi? Ouh, ça, c'était ma question. J'étais certaine que tu allais m'en poser. Merci, parce que c'est-à-dire toutes les questions d'avant n'étaient pas bonnes. Je vais le noter pour les prochaines. Non. Je pense que ça serait de penser plus à moi. Je pense que c'est facile dans le sport de haut niveau de comme adhérer à des valeurs, à des ambitions, des objectifs qui sont parfois qui viennent pas de nous, qui peuvent venir de notre coach, de juste l'organisation en général, du staff. Puis je pense que c'est important de comme vraiment faire les choses à notre manière, dans un sens, de savoir pourquoi toi tu fais les choses, pourquoi, c'est quoi tes objectifs à toi, parce que c'est sûr que l'organisation va toujours te dire ton objectif c'est d'être la meilleure, mais peut-être que toi c'est pas ça, puis de trouver c'est quoi ta voie. Puis je dis ça parce que moi ça doit faire comme 1 an que j'ai vraiment découvert, ok, moi c'est ça que je veux, puis c'est comme ça que je veux que ça se fasse, puis j'ai jamais autant progressé, donc de toujours savoir, de suivre ton chemin, suivre ta progression. Ouais. C'est ta carrière. Nice. Une autre question que j'ai rarement posée, fait que ça, tu peux pas dire, je pense que tu pensais que j'allais la poser. Imagine, là, j'ai comme un stack de feuilles, puis je dis, en fait, j'ai écrit ta biographie. Fait que c'est un livre sur ta vie, mais il manque juste un titre. Tu dois choisir le titre. C'est quoi? Oh! Ça, c'est une bonne question, mais c'est une très dure question. Que j'ai peut-être pas de réponse pour toi. Le titre. Elle est trop dure, ta question. Je n'ai pas de réponse. Il faudrait que j'y pense. Ouais, j'ai peut-être y pensé 1 heure. Je le rajouterai. Mais sur le spot comme ça, là, trop dur. Comme je t'ai dit avant l'épisode, il y a 2 questions que je pose souvent à la fin. La première est par rapport au mur. La deuxième, c'est... J'ai déjà discuté avec Maxime. J'avais aussi discuté avec Antoine, qui fait de la longue piste. Oui. Puis avec toi, donc j'ai pas mal parlé des patineurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connais, qui pourraient être de patins ou autres, athlètes de haut niveau, une personne à qui tu penses qui pourrait être intéressante d'entendre ici sur le podcast? Mon grand frère. Oh. Ça pourrait être cool parce que lui... Il a pris sa retraite en plus, oui, il a pris sa retraite juste avant les Jeux, puis il a vraiment une vision différente, je pense, du sport de haut niveau. Puis il pourrait aussi t'en parler, justement, de vraiment comme suivre ton chemin, avoir ça n'a pas de sens comme phrase, mais... Bref, il y a comme une... Je pense qu'il y a une vision quand même différente du sport, donc ça pourrait être intéressant, oui. Okay. Il a pris sa retraite jeune, s'il avait 3 ans de plus que toi, qu'il a pris sa retraite il y a 3 ans, ce qui avait été très jeune, puis à un moment quand même surprenant, à comme 3 mois des sélections olympiques. Okay. Puis justement, si un jour il vient, il pourra t'en parler, mais justement, je pense qu'il n'y a pas... il n'arrivait plus à faire les choses pour lui, puis ça a justement... s'est fait un peu prendre dans ce jeu-là de te faire imposer des choses, de se faire imposer des objectifs, des visions, des façons de faire. Puis lui, malheureusement, ça l'a fait prendre sa retraite, donc... Mais il était incroyable. Il a gagné des médailles en Coupe du Monde. Vraiment un bon athlète. Bon, ça serait nice de l'avoir. Ouais. Puis là, on arrive au mur. Hein? Oui, le mur, c'est ça que tu as vu. Puis le mur qui est en construction sur le 2e mur. Est-ce que tu penses à quelque chose? Premièrement, je pense une combinaison qui n'est pas toute coupée. Ça pourrait être cool. Puis c'était juste pour prendre ses mesures. Pareil. Mais oui, je dirais une combinaison avec un bras droit, peut-être. Et un vrai bras gauche. Puis peut-être, j'ai un magnifique casque qui pourrait être cool. Oh. On va dégager ce bureau-là, puis on va lancer la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir? L'année à venir? Beaucoup de mal de jambes. Que j'ai réussi à me pousser dans cette souffrance. Ouais, beaucoup de mal de jambes. Je pense que c'est assez facile. C'est facile. Puis, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est... Oui, sur Instagram, Dana Eblay. Bon, c'est tout. Pas de TikTok, pas de truc de Jones. Non, pas de TikTok, non. Ok, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, d'avoir pris le métro et tout. Et puis, je te souhaite le meilleur et j'espère que dans 2 ans, on te verra merci à la télé. beaucoup. Puis, est-ce qu'il y a à nouveau des épreuves de Coupe du Monde cette année à Montréal ou non? Oui, la première en octobre. Nice. Donc, on va essayer octobre, de... je vais prendre une note pour y retourner. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.